Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talents Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Et n'hésitez pas à parler de Talents Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et Talents Précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Il y a un futur Anthony qui me remercie en ce moment de ne pas avoir abandonné. C'est-à-dire que dans 20 ans, il y a un Anthony qui me dira, un peu comme dans Terminator, tu vois, parce que t'as pas abandonné en mars 2020, voilà ce que je suis devenu grâce à toi. Et dans tous les cas, en se donnant à fond, tu ne génères que du positif. Et même si tu vas dans l'échec, c'est un échec qui t'apportera parce que tu l'as fait pour les bonnes raisons. Avez-vous déjà été dans un ascenseur d'immeuble de bureau, un matin à l'heure de pointe, où une seule des 4 personnes vous disait bonjour, vous regardez dans les yeux et souriez? C'est ce qui m'est arrivé le matin de l'enregistrement de cet épisode. Je me souviens parfaitement m'être dit que s'il y avait un étage où j'avais envie de m'arrêter, c'était le même étage que cette personne. Bingo, ça a été le cas. Cette jeune fille travaillait chez Feed. Elle avait l'air heureuse d'aller travailler ce matin-là, et moi j'allais interviewer Anthony Bourbon, CEO de Feed, une entreprise de la food tech qui propose des repas dans des formats pratiques du smart food. Ce CEO, ou plutôt Chief Vision Officer, ne manque pas d'aplomb. Et autant que je vous le dise, vous l'entendrez de toute manière, j'ai été pas mal déstabilisé lors de notre échange. D'habitude dans nos épisodes, on parle de la carrière ou du métier de notre invité. Là c'est du destin d'Anthony dont nous avons parlé, de son enfance à l'avenir lointain, voire infini qu'il prépare. Évidemment on a parlé de réussite, et pour la première fois, elle a pris la couleur de la revanche sociale, d'une envie de liberté et d'indépendance capable de modifier le système. On a parlé de collaboration, et pour la première fois, les réunions ont été comparées à des couples. Son plaisir, c'est de faire du business. Cet acharné de travail est ambitieux et hyper exigeant. Il est déterminé et visionnaire. C'est l'image que j'avais de lui en allant le voir, et je n'ai pas été déçu. Mais j'ai également vu d'autres facettes, et Anthony m'a révélé d'autres talents sur lesquels il s'appuie. Il est lucide, sensible, transparent, généreux, juste. Vous en aurez la démonstration à plusieurs reprises lors de notre échange, que ce soit dans son organisation de travail, dans ses relations avec ses collaborateurs ou ses actionnaires, dans l'œuvre qu'il mène avec la fondation Feedback. Cet entrepreneur veut donner et il accorde de l'attention et du temps. Il veut rayonner et il inspire et il aide. On parle beaucoup de résilience et beaucoup comparent cette compétence à l'agilité ou au fait de se rétablir ou de se réinventer. La résilience, c'est beaucoup plus fort. C'est être non seulement capable de surmonter les épreuves, c'est aller plus loin que de tirer les leçons du passé. C'est se construire sur les épreuves et devenir encore plus fort. En 2020, le mot résilience est omniprésent, mais il est rare de voir cette compétence incarnée et en action. C'est pourtant ce que j'ai vécu en interviewant Anthony et que je suis heureuse de partager avec vous dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Anthony, merci de nous consacrer du temps ce matin à Talents Précieux. Bonjour. Quel est votre métier ? On va commencer par ça, après on parlera de vous, de qui vous êtes et quelle est votre société. Métier, c'est difficile à définir. On va partir direct dans l'intellectualisation du sujet. Concrètement, je suis le CEO de Feed et le fondateur de Feed. Donc c'est-à-dire que je suis le patron en gros de Feed, mais je me vois plus comme le CVO, le Chief Vision Officer de la marque. C'est-à-dire qu'au quotidien, mon rôle, c'est plus vraiment d'être dans l'opérationnel, mais plutôt d'assurer que la promesse de Feed est tenue,
que les missions qu'on s'est fixées vont être atteintes et toujours dans le respect des valeurs qui sont importantes et dans l'ADN du projet. Donc au quotidien, je coach les équipes, j'essaie de les pousser dans leur retranchement et c'est, je pense, ma plus grande mission et ce qui m'excite le plus. Très bien. Alors Feed, qu'est-ce que c'est que Feed ? Feed, c'est une food tech qu'on a lancée en janvier 2017 et qui a pour objectif de créer de la nutrition dans des formats pratiques et des formats qui ne nécessitent aucune préparation. Donc à la fois des repas complets, c'est avec ça qu'on a commencé, en format de bar, de bouteille. Vous mangez une barre, vous avez 100% de vos besoins et vous avez plus faim jusqu'au prochain repas. Et là, on vient d'ouvrir une gamme snacking pour la première fois pour remplacer les 4 heures, les 10 heures, en tout cas toutes les petites fins de la journée, et plutôt que de manger un snacking avec beaucoup de sucre qui est mal équilibré, là ça va vous apporter 15% de tous vos besoins en nutriments, donc en protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo-éléments, avec des raw bars, donc des barres qui ne sont pas cuites et qui détiennent donc encore tous les nutriments avec maximum 4 ingrédients par recette. C'est la révolution. C'est la révolution. Disons que aujourd'hui, ça peut paraître logique de manger de la smart food parce que Feed existe depuis 3 ans. Mais il y a encore quelques années, sans citer de marque, tout le monde mangeait des bars, on va dire plaisir à 16 heures ou le matin. Et en fait, c'était absolument infâme pour la santé. Ça déclenchait des pics de glycémie, ça déclenchait du diabète. Il y a beaucoup de maladies qui sont apparues ces dernières années ou du moins qui se sont intensifiées parce qu'en réalité, les modes de consommation ne sont plus adaptés et qu'on a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui démontrent que la nutrition c'est quelque chose de super important si tu veux être en bonne santé, si tu veux être à 100% de tes capacités et c'est la mission de Feed de proposer une alternative qui est différente, qui est réfléchie, qui est évidemment plaisir mais avant tout fonctionnel. On est là pour apporter quelque chose de concret et puis on a essayé d'y mettre un branding qui soit le plus juste possible, c'est-à-dire que comme toutes les startups qui fonctionnent, on raconte une histoire et l'histoire de Feed elle est simple. C'est qu'au-delà du produit qu'on va proposer aux consommateurs, sur lequel on n'a fait aucune concession, avec un cahier des charges qui est très précis, vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM, qui va être fabriqué en France, vraiment avec des ingrédients qui sont le plus naturels possible, qui vont être parfaitement équilibrés. On vous rappelle surtout que tout est possible. Nous, on est une équipe de gens ultra engagés qui viennent la plupart du temps d'un milieu défavorisé, qui n'avaient pas les plus belles cartes en main au début de leur vie, mais qui malgré tout ont décidé de croire dans leur destin et de le faire mentir. Moi, mon père, il était contrôleur, ma mère, elle était vendeuse. Avant 18 ans, j'étais dans la rue, j'avais rien. Tout le monde me disait qu'il fallait que je vende des frites chez McDo. Et je sentais que mon destin était plus sympa que ça, que je pouvais faire quelque chose de plus intéressant. Et du coup, j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché, j'ai continué à croire en moi. C'est super important, surtout quand personne ne le fait. Et du coup, j'ai énormément échoué, j'ai énormément galéré, mais à force de résilience, de détermination, de passion, d'ambition, j'ai commencé à avoir quelques succès. Et puis à force de travail, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à apprendre de mes erreurs, j'ai commencé à voir en fait la lumière au bout du tunnel. Et du coup, quand on a autant souffert, on a une sorte de force de caractère qui est déterminante et qui permet en fait de transformer le verre à moitié vide en verre à moitié plein, parce que toutes ces épreuves que vous avez vécues, ça vous a renforcé, ça vous a donné de l'avance sur les jeunes de votre âge, et du coup vous devenez meilleur qu'eux, plus déterminé. Et on a essayé de retrouver cette flamme, cette énergie dans le recrutement de Feed. Donc on a beaucoup de personnes avec les yeux qui brillent, de personnes qui viennent non pas chercher un salaire, mais une aventure de vie pour en fait montrer qu'une revanche sociétale est possible, qu'il faut renverser l'ordre établi, pas par la violence ou l'énervement parce que ça n'a aucun intérêt, mais tout simplement en considérant que en tant qu'homme, en tant que femme, on est le maître de notre destin, le capitaine de notre bateau, et qu'en réalité tout est possible. Donc si tu décides d'atteindre un objectif, personne ne peut t'en empêcher. Après, évidemment, ça demande des compromis, des concessions. Il va falloir peut-être travailler plus que les autres, surtout si t'as moins de chance, que t'es pas né dans la bonne famille. Mais c'est pas grave en réalité, parce que si tu sais pourquoi tu le fais, tu prendras du plaisir au cours de ton voyage et tu donneras un sens à ta vie. Et je pense que c'est super important, surtout à cette époque où on va dire que les nouvelles générations veulent comprendre ce qu'ils font sur Terre. Moi, je suis toujours interpellé et ravi d'échanger avec les jeunes parce que on ressent une véritable envie de donner du sens, de savoir ce qu'ils font là. Donc
Trouvez quelque chose qui vous épanouit, qui vous donne du plaisir au quotidien. Quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas déprimé en allant au travail, et c'est ce qui nous permet d'être motivés. Donc voilà ce qu'on raconte chez Feed, et on essaie de le faire même avec les packaging. Là, on vient de lancer une nouvelle charte graphique, on va dire. On a repensé la marque complètement. Ça faisait 3 ans qu'on existait, et au bout de 3 ans, on a réalisé que les feedbacks des consommateurs étaient en réalité beaucoup plus alignés avec ce qu'on était que ce qu'on pensait. On était en interne très motivés, très déterminés, presque guerriers dans l'optique du business qu'on faisait. Mais on avait fait des packaging qui étaient somme toute assez classiques, on va dire très produit, product oriented. Bon, on expliquait ce que c'était, Feed est un repas, mais on n'expliquait pas d'énergie, on transmettait pas d'émotion. Et en fait, les consommateurs nous ont envoyé des milliers de feedbacks en disant c'est dommage parce que quand on t'écoute sur des podcasts, quand on te voit à la télé, tu donnes toujours une dose de motivation et ça se retrouve pas dans les produits. Et donc on a décidé de faire des packaging qui sont presque des manifestos et qui vont te rappeler au quotidien que quelles que soient tes origines, tu peux t'en sortir. Donc on va mettre des mots très forts, oser, tenter, entreprendre, réussir, de manière à ce que chaque personne, quand elle consomme un feed, elle le fasse pas uniquement pour avoir un repas, mais aussi pour avoir ce rappel de motivation. Et moi je suis persuadé, parce que je l'ai vécu à titre personnel, qu'il suffit parfois d'avoir une seule personne qui croit en toi pour que ton destin change. Moi, typiquement, personne dans ma famille ne croyait en moi. J'étais à la rue, personne ne m'a récupéré. J'aurais pu mourir. Je sais même pas si des gens seraient venus à mon enterrement. Je pense pas. Et c'est marrant parce que j'ai rencontré quelqu'un, une fille, Mélanie, qui, sans me connaître et sans avoir le moindre intérêt à me pousser vers le haut, m'a dit au bout de quelques jours, quelques semaines, quand on s'est connus, moi je pense que tu peux faire un truc incroyable. Je sens une énergie, une puissance, presque une haine, mais tu vois qu'il faut tourner de manière positive, et je vais te pousser vers le haut et je vais presque sacrifier ma vie pour que toi t'y arrives. Et c'était fou parce qu'à l'époque j'avais pas d'argent ni rien, et cette nana me donne 10 000 euros, je crois, enfin me prête 10 000 euros que je lui rends d'ailleurs rubis sur ongle comme je m'y étais engagé. Et c'est le départ du succès en quelque sorte. Et donc si nous, en tant que marque, on peut réussir à observer nos clients avec le même regard bienveillant que l'a fait Mélanie, bon bah je trouve que c'est une possibilité de lier à la fois le business, les valeurs, la mission, la promesse. Bon, bah, c'était passionnant déjà, parce que tu as dit tous les mots qu'on aime, tous ces soft skills, il y en a eu plein. Je voudrais revenir sur quelques sujets dont tu as déjà parlé. Par exemple, le recrutement, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est qu'un recrutement réussi chez Feed, pour toi, pour l'entreprise et puis pour la personne recrutée? Le recrutement, alors c'est un sujet qui est super important. Là, on a recruté environ 100 personnes, nous, en 2-3 ans, donc ça a été très vite et on a dû l'enchaîner. Moi, je fais beaucoup de recrutement au feeling, déjà, pour commencer. Et je considère que mon rôle, en tant que CEO, c'est de projeter ce que va devenir ou ce que peut devenir la personne dans quelques années. C'est-à-dire que c'est une grande force et en même temps un vrai problème dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, de manière générale, que ce soit un proche, un ami, une petite amie, je vois immédiatement où cette personne peut aller. Mais c'est-à-dire que je vais prendre le meilleur, je vais faire comme si on allait réussir à gommer ses défauts et comme si on allait réussir à la pousser au maximum de ses réussites. Mais en fait, quelque part, c'est presque un problème parce que dans mes relations personnelles, en tout cas, ça met une pression énorme dans le sens où comme moi, je suis très exigeant avec moi-même, je vais être très exigeant avec les autres. Et donc, je vais très mal supporter que quelqu'un gâche son destin, que quelqu'un gâche ses skills, ses capacités. Et donc, parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais attends, moi, je suis pas prêt à autant sacrifier pour être la meilleure version de moi-même. » Et en fait, ça me frustre terriblement, quoi. Et je dis à la personne « Non, c'est du gâchis parce que moi, je sais ce que tu peux faire. » Et donc, dans le recrutement, c'est pareil. Je rencontre quelqu'un et immédiatement, je le projette. Je sais pas comment je le sens, mais je pense que comme je suis très écorché vif et que j'ai vachement souffert dans ma vie, je sens les failles des gens, je sens leurs souffrances, je sens leurs envies inavouées que eux-mêmes ne comprennent pas. Et du coup, pour moi, un recrutement réussi, c'est réussir à détecter quelque chose chez quelqu'un et l'amener vers cette symbiose ultime. J'ai des exemples en tête chez Feed de personnes qui sont arrivées, qui étaient plutôt timides, pas incroyables, tu vois, qui avaient pas beaucoup de charisme, mais en leur donnant de la confiance, en les poussant dans leur recrutement, dans leur retranchement,
en les bousculant aussi, tu vois, en étant dur, parce que c'est aussi mon rôle de secouer, tu vois, de dire putain mec, quand j'entends un mec qui a beaucoup de potentiel me dire moi mon rêve, je sais pas, c'est de faire un petit truc, tu vois, je veux pas citer un exemple pour pas être méchant avec certaines personnes qui feraient ce job, mais un petit objectif qui peuvent facilement dépasser. Je dis mec, c'est hors de question. Tu dois faire plus parce que t'en as la possibilité et tu peux t'épanouir en faisant de grandes choses. Et du coup, quelques mois après, ils me disent putain, t'as raison. Grâce à toi, tu m'as poussé. Et maintenant, je me suis formé. J'ai lu des nouveaux bouquins. Et mon objectif, c'est ça. C'est vraiment de pousser vers le haut. Donc, à titre perso, mon plus grand plaisir, c'est de voir mes équipes réussir. C'est de voir mes équipes s'extraire de leur niveau initial et de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. D'un point de vue société, il faut que les personnes soient efficaces, qu'elles apportent de la valeur et qu'elles soient intrapreneuses, c'est-à-dire que nous on cherche pas des employés, on cherche que des associés. Chaque personne chez Feed prend des BSPCE, c'est-à-dire qu'il prend des parts d'equity de la société, et on attend plus qu'un simple collaborateur. On veut quelqu'un qui soit engagé, qui crée sa verticale, qui la réinvente, qui n'ait pas peur de détruire ce qui a déjà été fait. On cherche vraiment quelqu'un qui monte sa propre boîte en interne quelque part. Et puis côté employé, je dirais que l'objectif et un recrutement réussi, c'est quand on prend du plaisir. Qu'on est autonome, qu'on est indépendant, force de proposition, qu'on se réinvente au quotidien et qu'on s'éclate. C'est-à-dire que moi je suis persuadé qu'on peut travailler extrêmement dur tout en prenant beaucoup de plaisir, et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et en off, tu me disais que les collaborateurs avec qui t'avais pu échanger, c'était dingue. T'avais impressionné parce que tu vois, c'était plus que simplement fixer des rendez-vous ou t'envoyer un mail. Ils étaient impliqués en fait. Ah oui. Et c'est exactement ce que je recherche. C'est-à-dire que je veux des gens, et big up à Audrey, même si elle est humble, timide, elle veut pas elle veut pas se mettre en avant, mais c'est d'elle dont tu parlais. C'est ce qu'on recherche. On cherche des gens qui sont engagés, impliqués et qui veulent donner au maximum. Mais si tu veux, il y a toujours un juste retour des choses qui doit se faire. C'est-à-dire qu'il faut pas juste demander aux équipes de s'arracher et puis derrière d'être un peu à l'ancienne, le management en mode c'est le top management qui va prendre des ronds et vous allez transpirer dans la crasse quoi. Ça marche plus. C'est-à-dire que tout le monde doit partager la valeur qui est créée. C'est pour ça que moi j'invite vraiment les fondateurs de start-up à incentiver les équipes avec des BSPCE. Il y a vraiment des mécanismes aujourd'hui qui sont intéressants, qui ont été améliorés par les nouvelles lois de finances en plus. Donc vraiment distribuez et faites de vos équipes en fait vos associés. Et à partir du moment où c'est vos associés, où ce sont vos associés, bon bah vous avez pas besoin de leur dire travaille, fais ci, fais ça, parce qu'ils ont tout intérêt à ce que la boîte fonctionne en réalité. Donc voilà pour moi le bon recrutement, même si encore une fois c'est très personnel. Je sais qu'il y a 50 000 bouquins, 50 000 livres, tu vois, mais moi j'aime bien faire les choses comme moi je le sens. C'est-à-dire que dès le début de Feed, ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que j'ai écouté personne et j'écoutais juste mon intuition. Le problème c'est que t'as tellement de trucs écrits, t'as tellement de personnes avec des avis différentes, t'as tellement de méthodes, que si tu commences à perdre du temps et à l'intellectualiser un peu trop, tu te loupes. Si tu vas chercher la lumière dans les yeux, la plupart du temps ça marche. Pas à tous les coups, c'est comme tous les recrutements, tu peux pas faire du 100%. Nous, il y a des recrutements qu'on a loupés. Mais si tu cherches le why, tu vois, qui l'anime, le pourquoi, même si c'est un peu cliché startup, bon ben là, tu sais que tu tiens déjà une bonne base. C'est pour ça qu'il faut dès le début, je pense, planter ce qu'on appelle nous la bible de marque, la brand platform, où on va lister les valeurs, la promesse, la mission de la société, et tu regardes si cette personne, elle a les mêmes valeurs. Nous, par exemple, c'est très simple. C'est détermination, ambition, résilience, passion, revanche sociale. Tu vois, c'est des mots qui sont forts. Si la personne, elle arrive et elle est très intelligente, elle a tous les skills, mais qu'elle est dans un mode de vie confort, tu vois, en mode moi je veux partir à 18h le soir, j'aime bien travailler, mais là en ce moment ma priorité c'est plutôt de me réaliser en tant qu'homme ou de voyager. En fait il sera pas heureux chez nous et nous on sera pas heureux avec lui. Donc on préfère annoncer la couleur et dire écoute, nous on veut des gens ambitieux qui dans une période de vie finie, je leur dis pas que ça va être ça pendant 15 ans, mais dans une période de 3-4 ans, on a besoin que de personnes ultra impliquées. On annonce la couleur, on ne ment pas. Je pense qu'il faut être très transparent et c'est aussi une des clés du recrutement. Annoncer les choses telles qu'elles sont, pas enjoliver la situation, pas embellir une réalité et ne pas la travestir. Balancer la purée. Et si la personne en face, elle est prête à venir chercher ce type d'aventure,
bon ben fine, elle a rejoint, et quand elle arrive le premier jour, elle sait où elle met les pieds. Et j'ai lu une étude qui disait qu'il y avait, je crois, plus de 60-70% des gens qui savaient dès le premier jour qu'ils allaient pas rester dans cette boîte. Parce que il y avait eu mensonge, parce que l'onboarding était mauvais, parce que les valeurs partagées étaient vachement différentes entre l'entretien et l'arrivée réelle dans les bureaux. Nous, on essaie de faire un truc le plus fluide possible. Bah, c'est assez admirable. C'est rare. Est-ce que tu t'inspires? Est-ce que tu as une boîte modèle? Enfin, tu dis, je lis pas tous les livres, etc. Mais est-ce qu'il y a une boîte, peut-être dans un autre secteur, qui a un peu tracé la route que tu essayes de suivre ou qui te donne des voies intéressantes? Alors maintenant, je lis énormément. C'est-à-dire que j'adore les bouquins, j'adore les livres, j'adore écouter des podcasts, et vraiment, je pense qu'on apprend énormément. La seule chose, c'est que au début, il faut pas en tenir compte. Mais j'ai toujours continué à lire des bouquins, et je me force à écouter au moins un bouquin par jour avec Blinkist ou Cooper, donc c'est des résumés de 15-20 minutes, et quand le livre me passionne vraiment, je vais le lire en entier, mais j'essaie au moins d'écouter un podcast par jour et un bouquin par jour résumé. Donc il faut surtout pas cracher sur ce que les autres ont fait, ou sur ce qu'ils ont créé, ou sur ce qu'ils ont écrit, parce que il y a toujours du vrai dans ce qui est raconté. La seule chose, c'est qu'il faut pas être submergé par trop d'informations, de manière à pouvoir quand même s'écouter. Donc ça, c'est un point qui est important. Et je dirais que plus t'évolues et plus t'as du temps, c'est-à-dire que en tant que CEO, au début, t'as une première période très opérationnelle où c'est pas compliqué, t'as pas de vie. Tu fais que travailler matin, midi, soir, week-end. Donc là, t'es dans de l'opérationnel pur et dur. Après, t'as une deuxième phase, je dirais, une fois que t'as recruté 10 personnes, où tu vas faire du recrutement pur. Donc là, tu vas passer de 10 à 100 personnes, ça va être du RH, management, pas management, mais plutôt recrutement pur et dur. Et ensuite, tu as la dernière phase dans laquelle je suis actuellement, où tu es en mode management coach. Et donc là, tu passes beaucoup de temps avec tes équipes, tu essaies de les comprendre, tu essaies de les guider, et tu essaies toi aussi de devenir un meilleur CEO, parce que personne ne peut être préparé à être un CEO. C'est-à-dire que CEO, c'est pas un truc que tu apprends à l'école, c'est pas un truc... moi, personne m'a jamais expliqué comment gérer 100 personnes. T'apprends sur le tas, en fait. Tu fais plein d'erreurs, et donc c'est là où t'as besoin d'avoir des coachs autour de toi. C'est là que t'as besoin de lire, c'est là que t'as besoin d'écouter. Donc c'est super important de s'informer et d'apprendre. Toujours être, tu vois, hyper force de proposition dans tes lectures. Il faut toujours te remettre en question. Il faut toujours vouloir apprendre plus. Je pense que c'est le but de moi personnellement, en tout cas, c'est un de mes buts dans la vie. C'est chaque mois, chaque jour, de devenir un meilleur humain que ce que j'étais la semaine d'avant, et que ce soit dans mes relations personnelles, que ce soit professionnellement parlant, j'essaie de m'upgrader, comme dans les jeux vidéo où j'essaie de faire monter ma barre de vie, qu'elle devienne de plus en plus grand, ma barre de magie, ma barre de puissance, ma barre de je sais pas quoi. Bah, j'essaie de faire pareil dans la vie. Et après, dans les exemples à suivre, j'en ai peu, parce que j'essaie vraiment de rester le plus authentique possible et de pas copier. C'est un vrai souci. Les gens qui vont aimer quelque chose. J'ai toujours été déjà vachement, comment dire, j'aime pas trop le principe d'être fan. Tu vois, ça m'a toujours interpellé les gens qui avaient des posters chez eux avec Johnny, avec Elvis Presley, j'en sais rien, ou Miley Cyrus si on veut faire de plusieurs générations. Parce qu'en fait, tu vis au travers de quelqu'un d'autre, et moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de mal, dans le sens où je sais et je suis convaincu que n'importe qui peut faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des destins autour de moi sur lesquels personne n'aurait parié et qui ont fait des choses incroyables. Et donc, quand je vois un jeune être complètement fou de je sais pas qui, Justin Bieber, je lui dis, bah en fait, mec, va plutôt apprendre à chanter, va apprendre à danser et fais comme lui, tu vois, deviens le futur Justin Bieber, mais juste ne vis pas ta passion au travers de la réussite d'un autre, parce que c'est super triste. Et c'est pareil pour les marques. Il y a beaucoup trop de fondateurs ou de CEO qui, à mon avis, se travestissent en copycatant, dupliquant des choses qui ont été faites. Et il n'y a pas de meilleure manière de raconter une histoire que quand la marque est le prolongement de ce que tu es intérieurement. Parce que si tu es parfaitement authentique, et si ce que tu racontes provient de ton histoire, personne ne pourra le copier. Et donc en fait, tu crées des barrières très fortes à l'entrée, et c'est souvent ce que demandent les VC, les investisseurs. Ils vont te dire c'est quoi les barrières à l'entrée, machin. Bon bah en réalité, si t'es honnête, les barrières, il y en a pas. C'est-à-dire que dans n'importe quel business que tu fais, quelqu'un peut le faire. Tu peux avoir un peu d'avance, quoi. Tu peux avoir un quart d'heure d'avance, mais tu vois les investisseurs qui disent moi je n'investis que dans les boîtes où il y a d'énormes barrières à l'entrée.
n'importe qui peut faire ton business. À part si t'es magicien et je sais pas, t'as des pouvoirs. Si un mec il veut faire des repas comme feed, demain il pourra le faire. Donc oui, on a de l'avance et on a de lever beaucoup d'argent, etc., etc. Mais factuellement, la véritable barrière, c'est quoi ? C'est l'histoire, la manière dont tu la racontes. Et donc si t'es parfaitement authentique, tu empêches les autres de te copier. Et donc c'est pour moi la clé de vendre une énergie, de vendre pas simplement un produit, mais de vendre autre chose. C'est-à-dire que si moi je disais aux consommateurs, achetez un repas, ça va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Bon, ok, ça fait appel, on va dire, à l'hémisphère rationnel du cerveau. Ouais, raisonnable. Raisonnable. Sauf que les gens raisonnables ne sont pas les plus innovants et pour les convaincre, c'est très difficile. Alors que si tu veux convaincre les early adopters, si tu veux convaincre les 15-20% de la population qui sont sensibles à l'innovation et qui sont prêts à se mettre en danger, eux, c'est l'émotion qu'il faut taper. Et donc, il faut aller chercher l'autre hémisphère. Et l'autre hémisphère, il est pas dans la raison. L'autre hémisphère, il est dans l'émotion. C'est-à-dire que c'est comme si tu demandes à quelqu'un pourquoi t'aimes ton compagnon. C'est cet hémisphère qui fonctionne et t'es incapable d'expliquer pourquoi tu l'aimes. Tu peux dire parce qu'il me complète, parce qu'il m'apporte. Oui, mais comment tu trouves quelqu'un dans la société qui te complète ? T'en sais rien en fait, c'est du feeling. Et ben le rapport avec une marque, c'est la même chose et c'est ce que faisait très bien Apple pour répondre à ta question. Apple, ils te vendent pas un ordinateur, ils te vendent, tu vois, le claim classique de IBM ou Microsoft ou n'importe quelle marque d'ordi vont te dire on vend des ordinateurs qui sont bien designés et qui fonctionnent. Apple, ils te parlent même pas de leurs produits, ils vont te dire on est là pour faire bouger le statu quo, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et pour toujours aller plus loin. Donc quelque part, ils te disent si toi aussi tu partages ces valeurs, tu achèteras un Mac. Et donc tu n'achètes pas un produit parce qu'il marche bien, tu achètes un produit parce que tu appartiens à une sorte de grande famille et tu te définis toi-même comme quelqu'un qui fait bouger le statu quo. Bah, c'est exactement la même chose avec feed. Quand tu achètes du feed, tu le fais pas parce que il y a des protéines, des lipides, des glucides. Tu le fais parce que tu considères qu'en tant qu'humain, tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu veux monter vers le haut, tu veux n'avoir aucune limite et faire bouger les cases. Et t'en as marre que ce soit toujours les mêmes élites, les mêmes bourgeois qui depuis des générations et des générations se partagent le gâteau. Et donc c'est là où tu touches l'émotion. Tu touches le côté révolution sociale, tu touches le côté... il y en a marre, tu vois, de cette situation telle qu'elle a été prédéfinie. Moi, depuis ma naissance, on m'explique que je peux pas réussir en fait. Si tu veux, depuis que je suis né, on me dit t'es né à Pessac, banlieue bordelaise, ta vie est tracée en fait. T'as pas fait l'ENA, t'as pas fait Polytechnique, t'as pas fait des grandes écoles, donc dans tous les cas t'auras pas un métier incroyable, t'auras jamais un métier hyper bien payé dans les grandes boîtes, et vu que l'entrepreneuriat aujourd'hui en France n'est pas représentatif de l'écosystème ou de la France telle qu'elle est, parce que malheureusement, c'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement avec French Tech Tremplin auquel je participe, où l'idée c'est d'aller chercher justement des jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Il y a 1% des jeunes en France, 1% des entrepreneurs qui se sont réalisés seuls. C'est-à-dire qu'il y a 1% des entrepreneurs qui sont des vrais entrepreneurs. Les autres, c'est des fils à papa, des bourgeois, des gens qui avaient du love money, qui ont été pistonnés, qui ont été aidés, qui ont été conseillés. Combien de boîtes, moi qui suis branché évidemment puisque je suis dans l'écosystème des startups et j'investis beaucoup, je suis dans plein de boards et compagnie, combien de fois j'entends des histoires où le mec il a lancé sa boîte et les premiers investisseurs c'est son père qui était président du bordel, la fois d'après c'est la tante qui était VC dans le fonds d'investissement qui est rentrée, enfin, et vraiment mais c'est gênant, tu vois. Il y a des histoires dont j'ai même pas envie d'afficher des gens, tu vois, parce que c'est pas mon, tu sais, je veux pas faire du micro, je veux faire du macro, mais c'est vraiment choquant. C'est-à-dire que si les gens savaient ce qui se passe, ils seraient outrés en fait. Et donc moi, mon combat, c'est de dire, foutons un coup de pied dans cette fourmilière et faisons bouger les choses. Moi, c'est fort. Je vais revenir, je suis désolée, j'ai l'impression de te plomber vers le bas de mes questions, mais à chaque fois tu t'élèves, donc c'est super. Donc je replombe, et moi j'aimerais que tu nous parles quand même encore de réussite, et d'un sujet très précis, parce que c'est un sujet qu'on aime beaucoup, sur lequel on aime beaucoup réfléchir en ce moment, c'est les réunions, les interactions, la collaboration. Et j'imagine qu'on ne fait pas une boîte comme Feed avec des réunions classiques, 2 heures par jour assis autour d'une table. C'est clair, nous on a toujours été anti-réunion depuis le début. C'est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut pas cracher sur la réunion, mais il faut au maximum
la driver. On n'utilise pas d'outils particuliers. Il y a plein de startups aujourd'hui qui ont il y a même des startups qui sont lancées pour mieux organiser les réunions, ouais, etc. J'ai entendu l'interview de Klaxoon ce matin. Ouais, exactement. Tellement c'est un pain énorme, tu vois, de gérer ces réunions. Nous, on n'en est pas là, mais par contre, on va faire toujours un ordre du jour très précis. Chacun arrive avec des points. Chacun a préparé son intervention. On minute tout. C'est-à-dire que on n'est pas là. En fait, la réunion ne doit pas être un instant de plaisir. Et malheureusement, ce qui ressort souvent, parce que nous, on est, on va dire, advisor de grands groupes, il y a des grands groupes qui viennent me chercher, qui me disent Anto, on voudrait que tu regardes comment on fait nos réunions et que tu nous dises. Et donc les mecs, je les regarde, je participe à leurs réunions et c'est toujours un grand moment parce que les 10 premières minutes, ils discutent, tu vois, de la pluie, du beau temps, il fait beau, il pleut, c'est le small talks. Et puis après, ils commencent à rentrer dans le vif du sujet, ils font une intro. Donc là, ça fait déjà une demi-heure que la réunion a commencé. Et il leur reste une demi-heure pour rentrer dans le dur. Sauf qu'une réunion, en fait, ça doit pas être un moment agréable, sociable. Pour ça, tu fais des team building. Pour ça, tu fais des cafés le matin, tu fais des verres le soir. La réunion, tu l'attaques direct. Nous, une réunion, on rentre dans la pièce, on s'assoit. OK, point 1, point 2, point 3. Et chaque personne a préparé son intervention de telle sorte que on ne perd pas de temps. Et je pense que c'est super important d'avoir conscience que la réunion doit être un petit peu la conclusion de plein de réflexions personnelles qui viennent exploser à ce moment précis. C'est-à-dire que je ferai presque le parallèle avec le couple, tu vois, c'est-à-dire qu'un couple, pour réussir, il faut que les deux parties soient déjà réalisées de leur côté. Un couple ne peut pas fonctionner si les deux personnes ne sont pas heureuses et si elles sont pas construites. Si t'as une personne qui est un peu bancale, qui a besoin de l'autre et qui s'appuie sur l'autre, tu vois, ça peut pas fonctionner. Je dis pas que dans certains moments de la relation, il faut pas que tu sois support, évidemment, mais de manière globale, il faut que les deux aient leur vie, qu'ils soient tracés, qu'ils soient indépendants. C'est un peu comme Thierry Marx m'avait dit une phrase un jour qui était cool, parce qu'il était un militaire, un ancien militaire, m'avait dit un bon soldat, c'est quelqu'un qui est indépendant et qui peut vivre seul, mais qui est plus fort quand il est avec son équipe. Et c'est un peu la même chose en réunion. La réunion doit être l'aboutissement de plein de réflexions personnelles qui vont se magnifier au contact des autres. Donc vraiment pas de technique particulière, simplement préparer un ordre du jour, être efficace, pas parler pour rien, pas de small talks inutiles, et puis aller droit au but. Et sur les feedbacks, sur les évaluations, parce que tes équipes, elles sont là pour grandir et tu vas les pousser, tu vas les coacher, tu vas les driver, tu as dit. Il y a un moment donné où il faut leur faire un retour sur leur travail. Alors Audrey, elle l'a eu là, j'espère qu'elle nous écoutera. Mais les autres, tu les vois à quelle fréquence, comment, est-ce que tu as des techniques particulières ? La technique principale, je dirais, c'est d'avoir automatisé mon calendrier. C'est-à-dire que tout le monde a accès, moi, à mon agenda. C'est important d'être toujours dans la transparence. Donc, tout le monde doit pouvoir voir ce qui se passe dans la boîte. On explique toujours où on en est dans les levées de fonds, dans le business. On cache aucun chiffre. C'est-à-dire que même le stagiaire, il sait combien de chiffres d'affaires on fait, quel est notre repeat. C'est important qu'il y ait une transparence totale. C'est terminé, je pense, l'époque où tu bosses, tu fais ta tâche répétitive, mais tu sais pas du tout quel impact t'as sur la boîte. Nous, chaque personne a un impact et il le sait, et on valorise leur implication. C'est le premier point. Deuxième point, du coup, calendrier super automatisé. Toutes les semaines, j'ai le même emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle des slots qui sont automatisés. Le lundi matin, c'est kick-off meeting, donc toute l'équipe se réunit, on a kick-off. Le lundi après-midi, je vois mes managers. J'ai 5 managers, et du coup, j'ai 1 heure avec chaque manager, ce que j'appelle les one-to-one head meeting. Ensuite, le mardi matin, c'est work. Donc, je travaille tout seul sur mes sujets. Le mardi après-midi, j'ai mes rendez-vous meeting slot. Donc là, toute l'équipe peut me caler des rendez-vous avec des personnes de l'extérieur. Donc là, je rencontre les gens de l'extérieur. Le mercredi matin, work. Mercredi après-midi, one-to-one avec la team. C'est-à-dire que là, chaque personne de l'équipe peut me caler une demi-heure de manière proactive dans mon agenda, et moi, j'ai les rendez-vous qui s'affichent automatiquement. Et c'est le moment où, du coup, je vais rencontrer les personnes de l'équipe sur des sujets en particulier ou non. C'est-à-dire que ça peut être, j'ai avancé sur un dossier, mais j'aimerais avoir ton avis, ou j'aimerais échanger avec toi. Ou alors ça peut être un truc purement coaching. Écoute, j'ai un problème dans ma vie et j'aimerais avoir ton avis. Ils savent que moi j'ai une histoire assez compliquée et que du coup je vais avoir un peu d'expérience sur certains sujets. Je suis toujours ravi, tu vois, d'échanger et de dire moi si j'étais à ta place je ferais ça, ou alors je ferais ça. Et ça permet aux gens, tu vois, d'avoir une sorte de coach à disposition. Donc hyper important de les voir. Donc chaque semaine, je peux voir mes profils, et le but c'est qu'au moins une fois par mois, j'ai rencontré chaque personne de l'équipe. Et puis au-delà de ça,
je te passe le reste de la semaine, c'est pas très intéressant d'avoir mon planning, mais tu vois, je veux dire, c'est très organisé et les gens savent quand est-ce qu'ils peuvent m'activer. Et c'est beaucoup mieux que, en tout cas quand t'as atteint une certaine taille, de faire ce que j'appelle du to-do list management, en mode t'as juste une liste et tu kills les sujets les uns après les autres. Ça c'est bien au début parce qu'il faut aller très vite, mais à un moment il faut que les gens sachent quand ils peuvent s'intégrer dans ton quotidien. Et si tu fais juste du truc bourrin, enchaîner les uns après les autres, les gens viennent te déranger pendant que tu fais une tâche et du coup t'es pas efficace, etc. Tu vois, donc il faut réussir à s'organiser. Et c'était quoi le point ? Ah ouais, je disais que en parallèle de ce que moi je fais, on a la RH Jocelyne qui évidemment suit tous les KPIs et les OKR qu'on fixe aux équipes, c'est-à-dire que les OKR, c'est des objectifs chiffrés, pour faire très simple, qu'on fixe à toute l'équipe. On a tous les mêmes OKR globaux, ça veut dire par exemple l'atteinte de chiffre d'affaires, l'atteinte de repeat, l'atteinte de nouveaux clients, l'atteinte de nouveaux pays. Et puis après, on va décomposer ces objectifs en fonction des équipes. C'est-à-dire que naturellement, on va pas mettre les mêmes objectifs au online et au offline. Le online, ça va être, disons, de générer X centaines de milliers de nouveaux clients cette année, alors que le offline, ça va être ouvrir, je sais pas, 1000 points de vente, par exemple. Et du coup, chacun va dans le même sens. Tu vois, c'est hyper important de mettre l'équipe dans une sorte d'alignement pour que les gens se battent pas les uns contre les autres. Et ça, c'est à la fois les managers et Jocelyne qui va le superviser, voir l'évolution des objectifs au fur et à mesure. Et on a un outil là pour le coup qui s'appelle Elevo, si je me trompe pas, qu'on vient de mettre en place, où tout est digitalisé. T'as un dashboard où tu vois tous tes objectifs. Ton manager te met tes objectifs du quarter, donc du trimestre et de l'année, et tu peux voir le pourcentage d'évolution, où est-ce que tu en es. Et du coup, ça te laisse des traces. Tu fais un point avec ton manager, une fois par semaine, une fois par mois, chaque manager s'organise comme il le sent, et du coup tu laisses des traces. Et le manager, s'il te dit bon je compte sur toi pour j'ai n'importe quoi, plus t'impliquer opérationnellement, il écrit et du coup tu as une trace et tu vois, tu peux t'y référer. Malheureusement, il y a beaucoup trop de managers ou de startups qui font de l'oral parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et tu dis oublie pas, il faut que tu fasses ça. Sauf que il y a pas de trace. Et du coup, 3 mois après, quand la personne te dit mais je t'avais dit de faire ça, tu dis non, c'est pas exactement ce que tu m'avais dit. Là au moins c'est écrit. Moi je crois beaucoup à ce qui est écrit, parce qu'au final il y a pas de débat, il y a pas de perte d'énergie ou de focus sur l'interprétation. À un moment la phrase elle est écrite, c'est un objectif, tu dois ouvrir 1000 portes, t'ouvres 1000 portes. Tu vois, il y a pas de tu mettras l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs. Ça je m'en fous en fait, ça m'intéresse pas. T'ouvres 1000 portes, point barre. Tu te démerdes. S'il faut que tu mettes plus d'énergie, s'il faut que tu ouvres des nouveaux pays, c'est ton problème. Tu ouvres 1000 portes. Et ça c'est factuel, tu vois. C'est opérationnel. Et c'est vrai que moi j'ai un fonctionnement qui peut paraître très binaire, mais il y a que par les chiffres que tu peux réussir. Donc voilà en RH comment on suit les gens, mais toujours en étant super proche des équipes dans l'accompagnement. C'est-à-dire que de la même manière qu'on va être demandeur et exigeant parce que on attend vraiment des jeunes qui se dépassent, on va être vraiment dans le soutien. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème perso, on est là pour le soutenir. S'il a besoin d'aller voir quelqu'un de sa famille qui est malade, il y a même pas de débat, tu vois. On n'est pas là en mode non, tu peux pas. On essaie toujours d'arranger. Ce que je veux dire, c'est qu'on est juste, on est fair, on essaie constamment de se positionner à la place de la personne, et la personne essaie aussi de se mettre à notre place. Parce que c'est pas facile dans les deux cas. C'est ni facile d'être dans l'équipe opérationnelle, ni facile d'être à ma place. Et il y a personne qui est au-dessus, tu vois. Moi, je suis persuadé que un bon CEO, c'est pas celui qui pense, qui donne des ordres à tout le monde. Au contraire, moi, je considère que je travaille pour les équipes, tu vois. Je considère que je suis à la disposition des équipes parce que j'ai une véritable responsabilité. Il faut que la boîte fonctionne. Il faut qu'on continue à faire du chiffre, il faut que je les mette dans les meilleures conditions possibles pour travailler, et il y a que comme ça, tu vois, que j'arriverai à les mettre dans un super mindset et qu'ils soient super impliqués dans l'aventure, parce que c'est la clé de la réussite. Le soir, quand tu te couches, toi qui es exigeant et positif, à quoi a ressemblé une journée réussie ? C'est intense, c'est dur. Je pense qu'un bon CEO, c'est un mec qui est constamment au bord du burn-out, mais qui tombe pas dedans, tu vois. C'est le mec ou la nana, il y a de plus en plus de femmes dans l'écosystème, et ça c'est cool, c'est aussi un vrai combat. Il y a des filles canons comme Carole, je pense à Carole de June, qui sont franchement
plus couillu que la plupart des mecs que je connais autour de moi et qui émettent une énergie folle. Justine de Respire, vraiment des femmes qui montrent l'exemple, et il faut aller dans ce sens-là. Et c'est aussi là encore le rôle des VC. De la même manière que je parle de diversité, ça colle à tous les niveaux. C'est de la diversité au niveau du sexe, au niveau des origines, au niveau des études, à tous les niveaux il faut qu'il y ait de la diversité. Et même pour les VC, en réalité c'est un bon calcul, parce que tu vas parier sur des mecs qui sont connus, tu vois, qui ont fait HEC, qui ont déjà monté des boîtes. Leur première valo, ça va être 20-30 millions avant même d'avoir gagné 1 euro de chiffre d'affaires. Alors que quand tu paries sur un outsiders, et je fais que ça moi, c'est-à-dire que je n'investis que sur les outsiders, sur les personnes qui sont inconnues, mais je sens quelque chose. Et donc eux, tu leur cales une valo, et c'est légitime, tu vois, c'est pas que tu les escroques, mais tu leur mets une valo qui est faible, parce qu'ils ont jamais fait leur preuve, et cette valo, du coup, elle peut t'apporter un multiple qui est beaucoup plus grand. Donc ce que je veux dire, c'est que tout le monde est gagnant. Lui, il est content d'avoir levé avec toi, parce que au final, sa boîte peut exister. Toi, t'as fait un bon coup, et si t'arrives à le transformer, à la fois t'as le côté business, et t'as le côté humain, tu vois, qui est clé. Moi, quand j'investis dans des boîtes, mon kiff, évidemment, c'est de gagner de l'argent, tu vois, on va pas se voiler la face, pas avoir honte de le dire, mais c'est aussi de faire naître quelque chose. Tu vois, quand t'investis dans une boîte, moi je suis pas dans une trentaine, quarantaine de boîtes, la plupart, personne n'aurait parié 1 euro dessus au début, vraiment. Et quand cette boîte-là, t'as mis, je sais pas, 50 000, 100 000 euros en jeu, et que t'arrives à la transformer, et qu'il se passe quelque chose, tu vois, t'as une naissance, t'as une énergie autour du projet, bon ben c'est un kiff ultime, tu vois, parce que t'as transmis quelque chose. Et je pense que l'entrepreneuriat, ou le travail d'une manière générale, c'est cette transmission. C'est le truc de dire, en tant qu'humain, j'ai rayonné autour de moi. Et tu vois, c'est là où ton plaisir, tu le trouves. Tu me posais la question tout à l'heure. Tu as vu, je me rattache toujours au final. J'ai vu, t'es fort. Toujours un lien. Fort. Bravo. Même moi, je perds le fil. Je me dis, est-ce qu'il va se souvenir que je lui parlais de sa soirée? Et en fait, mais voilà, pour revenir à cette question, mon plaisir quand je me couche le soir, et tu vois, ça fait un peu naïf, mais j'ai vachement changé ces derniers mois à ce niveau-là, c'est de me dire que j'ai fait du bien autour de moi. Et ça paraît, pour moi, tu vois, qui ai vécu dans la rue, qui ai vraiment été borderline parfois, qui avait le choix entre le mal, le bien, ça me paraît presque bizarre, tu vois, parce que pour moi, c'était inconcevable de donner 1 euro à une certaine époque de ma vie, parce que je manquais tellement que je comprenais pas comment les gens pouvaient faire de la charité, par exemple. Et en réalité, maintenant, alors ça paraît facile, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, t'as de l'argent, machin. Mais c'est au-delà de l'argent, pouvoir transmettre quelque chose, que ce soit mes équipes, que ce soit dans les business pour lesquels j'investis, que ce soit avec la fondation Feedback qu'on a créée et qui a pour objectif de reverser 1% du chiffre d'affaires de Feed dans des projets de jeunes qui eux aussi sont défavorisés et malgré tout vont rêver grand, vont avoir envie de faire mentir leur destin. Bah, c'est là où je m'épanouis le plus. Donc je dirais presque que le business, le travail, l'intensité que je mets au quotidien vient au service du rayonnement et de la cause qui est plus large, plus noble. Donc en fait, quand je me couche le soir, mon vrai plaisir, c'est d'avoir eu un impact sur les gens autour de moi. Et ceux qui me connaissent savent que c'est pas un discours marketing, tu vois, parce que je suis très dur à côté de ça, même pour vivre au quotidien avec moi, tu vois, c'est-à-dire que les gens qui m'entourent savent que je suis complètement écorché vif, que je suis complètement bizarre, tu vois, mais que par contre je suis honnête et que je suis droit. Mais tu vois, le problème, c'est que se mettre dans une telle envie de toujours pousser les gens, c'est hyper délicat, parce que quand tu loupes cette mission avec quelqu'un, pour moi c'est un échec terrible, tu vois, et il y a rien qui me fait plus souffrir ou qui me rend plus malheureux que de me dire j'aurais pu aider cette personne mais j'ai pas réussi. Alors la plupart du temps c'est sa faute à elle, parce que chaque personne est responsable de sa réussite ou de son échec. Mais je me dis peut-être que t'aurais pu l'aider différemment. Peut-être que si t'avais été moins dur, ou si t'avais été plus pédagogue, ou plus tendre, ou plus ci, ou plus là, t'aurais pu prendre cette personne et réussir à lui montrer la voie. En fait, j'essaie d'être très modestement et très humblement, tu vois, à mon niveau, un peu ce phare, tu vois, dans l'ombre et dans le brouillard qui montre la lumière. Parce que je sais que c'est super important quand t'es dans des moments difficiles, quand t'es dans une période trouble, de voir tout au fond une petite lumière et te dire c'est par là que tu dois avancer. Donc ouais, voilà, mes soirées quand je suis dans mon lit, ça ressemble à ça, et c'est pour ça que je suis obligé de prendre beaucoup de mélatonine pour dormir, parce que je me pose beaucoup trop de questions en fait. Tu disais qu'il y a quelques mois t'as changé de perspective probablement. Tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que t'as changé?
Ouais, j'ai pas encore toutes les réponses, mais disons que j'y travaille. Il se trouve que depuis quelques années, enfin, moi j'avais rien, tu vois, c'est-à-dire que quand je dis que j'étais à la rue avant mes 18 ans, c'est que j'avais 0 €. Tu vois, c'était pas, j'avais 100 000 € de côté ou 10 000 € de côté, j'avais rien, tu vois. Quand j'étais à la rue, j'étais à sec. Et en fait, avoir été aussi proche de l'échec total, tu vois, presque du... J'ai jamais pensé au suicide, pour être honnête, mais tu vois, je pouvais pas être plus bas que ce que j'étais. Je savais pas où dormir, tu vois. Vraiment, je vois pas, à part après en période de guerre où t'es dans la guerre, on reste dans un pays, on va dire, la France, qui est, tu vois, assez safe. Tu te fais pas tirer dessus dans la rue, mais bon, disons qu'en France, j'étais au plus bas de ce que je pouvais faire. J'avais du mal à trouver un sens à ma vie, si ce n'est celui de gagner de l'argent. Parce que j'avais une revanche à prendre, tu vois, je voulais absolument montrer que c'était possible. Et c'est toujours un de mes leitmotifs, tu vois, je veux prouver que même en venant de tout en bas, tu peux t'en sortir si tu le désires. Donc ça fait partie de mes goals, mais c'est plus le goal ultime. Maintenant, j'ai gagné beaucoup d'argent par mes différents business, par feed, j'ai la chance d'avoir fait de l'immobilier, d'avoir un family office qui gère mon argent pour investir à droite, à gauche. Et je réalise que l'argent seul ne fait pas ton bonheur, et ça peut faire un peu cliché, tu vois, quand tu dis ça, surtout pour un mec comme moi qui à l'époque rêvait d'avoir de l'argent. Et depuis quelques temps, plusieurs mois, je dirais, peut-être 1 ou 2 ans, j'ai envie d'avoir un impact plus grand. J'ai toujours envie d'être très riche, hein. C'est-à-dire que il y en a souvent qui rigolent, c'est ce que j'avais dit chez Mathieu Stéphanie. Je sais que j'aurai 1 milliard de patrimoine au global, mais c'est pas mon but ultime. C'est-à-dire que ce sera un outil pour atteindre mes objectifs. Et mes objectifs, c'est avant tout la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, tu vois, de pas être rattaché ou de pas être dépendant à quelqu'un, à un État, à un gouvernement, à des personnes, à des organisations. Je veux pouvoir faire ce que je veux, être dans une liberté ultime et pouvoir rayonner. Et malheureusement, pour rayonner, tu dois avoir de l'argent. Si t'as pas d'argent aujourd'hui, tu rayonnes pas. Alors il y a différentes manières de rayonner. Il y en a qui vont te dire oui, mais par la culture, par le machin. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que rayonner à la hauteur de ce que j'ai en tête, c'est-à-dire modifier le système, basculer le système, il faut être puissant et ne pas être dépendant des élites. Et si tu veux ne pas être dépendant des élites, il faut avoir énormément d'argent pour ne pas pouvoir être achetable. Et c'est pour ça que je pense que les politiciens, en fait, aujourd'hui, font le mauvais calcul. Pour moi, un politicien devrait déjà avoir réussi pour pouvoir faire de la politique, dans le sens où il n'est pas achetable. Le problème des politiciens aujourd'hui en France, c'est qu'ils ont fait des études incroyables, mais ils ont pas d'argent. Alors il y en a qui vont être choqués, qui vont se dire il y en a ils ont 1 million d'euros, mais 1 million d'euros c'est pas de l'argent. Les hommes d'affaires avec qui nous on traîne et notre environnement, on parle de centaines de millions, on parle de milliards d'euros. Et donc un mec qui a 1 milliard d'euros peut acheter quelqu'un qui a 1 million d'euros. Donc à partir du moment où l'homme d'affaires corruptible entre guillemets, bon bah c'est plus un bonhomme, c'est plus un bonhomme politique parce que on peut lui imposer des idées. Et quand tu vois, enfin, moi, tu vois, ça me fait toujours marrer. Et je fais pas de politique, hein. Donc vraiment, c'est pas une question droite, gauche, milieu, machin. Je m'en fous, je vote même pas, moi. Alors, les mecs vont dire c'est mal, machin, il faut voter. En fait, je vote pas parce que je veux tellement être le maître de mon destin que peu importe l'homme politique qui est au pouvoir, je réussirai ma vie, quoi qu'il arrive. Et s'il faut que je déménage, je déménagerai. Tu vois, si c'est des hommes politiques avec lesquels je suis pas du tout aligné et qu'ils emmènent le pays dans un mur, je déménagerai. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux même pas perdre de temps à ce qu'un homme politique ait une part de ma réussite en main, quoi. Donc tout ça pour dire que c'est pas politique, mais ce qui me fait marrer, c'est que t'as quand même des gouvernants qui représentent le pouvoir ultime, qui se font acheter des costumes, qui se font acheter des montres, et ça montre à quel point ils sont en dèche, quoi. T'imagines que c'est des gens qui se font acheter des trucs à 5 000 balles, 10 000 balles. Enfin, à quel moment tu fais ça, tu vois, quand t'as du pouvoir, ça montre à quel point les mecs sont en rade et à quel point le système est foireux. Donc tout ça pour dire que la liberté ultime, elle passe par l'argent, parce que personne peut t'acheter. Donc voilà mes objectifs et voilà ce qui m'anime au quotidien. Avant de commencer l'entretien tout à l'heure, tu m'as dit je regarde des chiffres qu'on m'a donnés, qu'on m'a envoyés, et je t'ai dit non mais nous on n'est pas BFM, on n'a pas besoin d'avoir ton chiffre d'affaires, et tu m'as dit mais c'est pas ces chiffres-là dont je voudrais parler, c'est les chiffres de l'impact écologique. Et du coup je te donne l'opportunité parce que je me suis dit waouh c'est beau. Ouais non c'est clair, c'est hyper intéressant et merci d'y penser. On a lancé du coup depuis le 18 mars un rebranding de feed en profondeur, en écoutant tous les feedbacks qu'on avait accumulés depuis 3 ans, parce que je suis persuadé qu'une startup qui fonctionne, elle fonctionne parce qu'elle se met au service des consommateurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour imposer un produit, imposer une vision.
on doit écouter le marché et lui renvoyer quelque chose qui correspond à ses attentes sans se travestir. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mentir sur ce qu'on est, ça doit respecter notre ADN. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que tous les feedbacks qu'on a accumulés, ils sont en ligne avec ce qu'on pense de la marque et ce qu'on est nous. Donc, on a trois principaux piliers qui ont émergé. Le pilier 1, c'est le branding, donc c'est la marque, ce qu'on va raconter. On en parlait tout à l'heure, l'ambition, la motivation, la détermination, donc inutile de revenir dessus. Le point 2, c'est la nutrition, c'est-à-dire que les gens nous ont dit on veut des produits qui sont encore plus parfaits, avec plus de naturalité, plus de goût, beaucoup moins de sucre. Et c'était une grosse inquiétude des consommateurs, donc on a divisé par 8 les taux de sucre. Ça veut dire qu'avant on mettait de l'isomaltulose, qui était pas un mauvais sucre, mais c'est vrai que dans le tableau nutritionnel il y avait marqué sucre, donc ça faisait peur aux gens. Là, par exemple, dans toutes nos gammes poudres classiques, il y a plus une seule recette qui a plus de 4 grammes de sucre. Donc il faut pas complètement supprimer les sucres parce qu'ils proviennent des ingrédients naturels, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de fruits, de légumes dans nos recettes, et du coup les sucres proviennent de ces ingrédients. Donc c'est du sucre qui est naturellement apporté, il n'y a pas de sucre rajouté. Donc au niveau de la nutrition, on a fait un travail incroyable et vraiment les recettes sont bien meilleures que ce qu'on avait avant, et c'est super important parce que même si ça reste une marque fonctionnelle, il faut quand même qu'il y ait du plaisir et que ce soit bon. Et le troisième axe, le troisième pilier qui est clé, c'est l'écologie. Et les consommateurs nous expliquaient que pour une marque de smart food qui était fonctionnelle, il fallait qu'on prenne conscience au maximum de l'impact qu'on avait sur la planète en tant qu'humain. Et on est super aligné avec ça, et c'est pour ça qu'on a supprimé nos bouteilles plastiques. On avait nos bouteilles iconiques qui étaient transparentes avec de la poudre à l'intérieur. Tu rajoutais de l'eau et tu secouais. Et en fait, on a préféré cannibaliser notre produit iconique pour respecter des valeurs qui étaient importantes pour nous. Donc on perd du chiffre d'affaires, mais en réalité c'est pas grave parce que le business c'est un infinite game, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est hyper intéressant. Bref, on a supprimé les bouteilles plastiques, on a transformé tous nos packaging de manière à ce qu'ils soient en papier recyclé et recyclable. Donc à la place des bouteilles, c'est des sachets maintenant monodose en papier recyclé. Tu les mets dans un shaker et c'est biodégradable, et du coup ton shaker tu le réutilises plein de fois, donc t'as zéro impact sur la planète. Tous nos cartons deviennent recyclés, recyclables et certifiés FSC, c'est-à-dire qu'un arbre coupé égale un arbre planté. Même nos imprimeurs deviennent certifiés imprime vert, c'est-à-dire que tu as une gestion des déchets, des encres, d'électricité, tu as un engagement écologique même au niveau de l'imprimeur. Et quand tu additionnes toutes ces datas, on a observé et calculé qu'on réduisait l'empreinte carbone de feed chaque année de 300 tonnes de CO2. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 43 tours d'avion de la planète. Et en fait, c'est hyper fort pour nous parce que à ISO croissance, c'est-à-dire qu'on va continuer à grossir, donc les chiffres seront évidemment plus gros, mais à ISO chiffres, c'est-à-dire qu'en faisant la même top line que l'année dernière, on économise déjà 300 tonnes de CO2, ce qui est colossal. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a réussi à aligner à la fois le branding, l'aspect nutrition, l'écologie, tout en lançant une nouvelle gamme snacking qui est hyper importante pour nous et qui était très demandée parce que les gens nous disaient on est quand même en France et intellectuellement c'est compliqué de remplacer ton repas parce que t'aimes bien t'asseoir, avoir ton morceau de viande, ton morceau de pain. Et l'idée du snacking, c'est de faire rentrer le consommateur dans la marque et de le faire essayer sans que ce soit un gros sacrifice. Et l'idée, c'est que c'est quand même plus simple de remplacer ta barre de snacking classique un peu dégueulasse, la remplie de sucre, par quelque chose de sain. Tu vois que c'est bon, que ça fait le taf, que t'as vraiment pas faim et que petit à petit tu te sens en bonne santé. Peut-être que tu vas aller plus loin et que tu vas participer au meal replacement, au repas classique feed. Et Infinite Business? Infinite Game, j'adore parler de ça. En gros, pour faire simple, et c'est un vrai message pour les entrepreneurs, pour les managers, pour les visionnaires d'une manière plus large, c'est que le business, contrairement au foot, contrairement au basket, il n'y a pas un arbitre qui va siffler à la fin du match. Donc c'est pas une course où t'es pressé, et l'idée c'est qu'il faut pas penser court terme. On se moque des chiffres du prochain trimestre. Un chef d'entreprise digne de ce nom, c'est un visionnaire qui pense même pas en termes de mois, même pas en termes d'années, mais un mec qui parle en termes de génération. C'est-à-dire qu'il doit se projeter dans 20 ans, 30 ans et se dire quelle image de ma marque j'aurais réussi à créer. Et donc,
quand tu réfléchis comme ça et que tu te projettes, tes choix ils deviennent beaucoup plus long-termistes et moins court-termistes. Tu vois, il y a plein de marques qui vont avoir tendance à céder au discount facile. Ils vont faire des offres régulièrement parce qu'ils veulent vendre du produit, ou alors ils vont essayer de copier ce qu'a fait un concurrent parce que ça marche bien. Mais si tu sors de tes valeurs et si tu sors de la raison pour laquelle tu as créé cette boîte, tu perds tes consommateurs. Et il y a plein d'exemples comme ça qui ont fonctionné. Microsoft, au départ, quand c'était Bill Gates, ils avaient créé une boîte, c'était pour empower people. Tu vois, ils voulaient réussir à générer de la puissance et que les gens aient des outils pour réussir plus. Et puis après, t'as Steve Barnett qui a débarqué et qui voulait juste copier ce que faisait Apple parce qu'il faisait plus de chiffres qu'eux. Et du coup, en voulant juste créer du chiffre d'affaires pour les actionnaires et pour les dividendes, il a tué Microsoft. Entre guillemets, tu vois. Il a tué ce qui définissait Microsoft. Et c'est ce qu'il faut faire avec une boîte. Il faut penser visionnaire, il faut penser loin et ne pas oublier que c'est infinite game. Donc en réalité, même si tes concurrents ils sont en train de gagner sur un moment précis, c'est pas grave. S'ils se travestissent pour gagner et s'ils racontent pas d'histoire, à un moment tu vas les rattraper. Et il y a plein de contre-exemples. General Motors, quand ils ont vu aux US, ils avaient 20% de part de marché sur les voitures. Et quand les Japonais, les Chinois ont commencé à faire des voitures, ils ont essayé de baisser leur prix. Ils ont dit bon ben nous aussi on va faire du discount. Sauf que les gens n'achetaient plus que pour le discount et pas pour la qualité de la voiture. Sauf que tu peux pas lutter niveau pricing contre les Chinois. Et du coup il s'est passé ce qu'on connaît tous. Il y a plein d'exemples. Il faut être capable de se réinventer, pas avoir peur de se sacrifier, être très agile, c'est super important. Il y a plein d'exemples aussi dans ce style de business. Il y avait une marque de couteaux suisses, j'ai plus le nom en tête, mais 80% de leurs chiffres c'était le couteau suisse. Et puis suite aux attentats du 11 septembre, ils pouvaient plus vendre de couteaux suisses dans les aéroports, alors que c'était le gros de leur business. Ils se sont réinventés, ils ont commencé à penser différemment, à créer de nouveaux produits, et ils ont réussi à se relancer parce qu'ils ont été habiles, agiles. Donc tout ça pour dire infinite game, vision long terme, pas céder aux sirènes de la facilité. Et un CEO, il est pas là pour penser au chiffre d'affaires de l'année. Moi, c'est ce que j'explique à mes actionnaires. Parfois, ils me disent ouais, ce serait bien, là, il faudrait faire x3 cette année, ou x4, ou x je sais pas combien. Je dis mais en fait, on s'en fout. Moi, je suis pas là pour vous assurer un rendement. Moi, je suis là pour faire une marque qui soit la plus authentique possible et qui raconte ce que j'ai au fond de moi. Et après, mes équipes, elles sont là pour ça, à délivrer un minimum de chiffre d'affaires, etc., etc. Mais moi, je suis là pour assurer l'histoire sur le long terme. Et sur le long terme, c'est quoi l'histoire de Feed? C'est une boîte qui est authentique, qui veut faire une révolution, qui veut montrer que tout est possible et que quand vous mangez un produit, au-delà des nutriments que ça va vous apporter, ça vous met un boost de motivation et ça vous donne envie de participer à cette aventure et de vous mettre dans le sillage de la réussite. Pour que ça soit infini, il faut que tu perdures. Comment est-ce que tu gardes ton énergie et tu te ressources? C'est vrai que c'est pas facile de rester motivé sur le long terme. Moi, je suis très cyclique, c'est-à-dire que je vais avoir des phases de haute intensité pendant 12 mois, 18 mois, et après je vais volontairement me mettre en burn-out. C'est-à-dire que très souvent je vais chuter et je vais accepter cette chute, tu vois, et je vais pas la combattre. C'est-à-dire que je sais que je peux pas être constamment à fond, parce que sinon je me détruis de l'intérieur. Donc ce que j'essaie de faire, c'est des cycles très intenses pendant 12 mois, et après me laisser retomber. Et quand je dis me laisser retomber, c'est toujours dans la maîtrise et le contrôle. C'est-à-dire que je viens au bureau, je suis opérationnel, c'est simplement je suis plus à 2000%. Donc je vais assurer mon quotidien et mon opérationnel, mais je vais plus avoir cette énergie exceptionnelle, tu vois, qui est pas trop humaine, tu vois, qui va être différente. Et en l'acceptant et en acceptant cette faiblesse, je me ressource dans ma souffrance, tu vois. Et je me ressource dans mes échecs, parce que je vois que je suis dans une phase un peu d'échec, même si c'est relatif, parce qu'il faut que la boîte aille bien, etc. Tu cherches la résilience numéro X, quoi. Ouais, voilà, je cherche la raison. Et c'est marrant parce que je me nourris. Et à un moment, quand je touche le fond, entre guillemets, tu vois, toujours dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'évidemment, tu tombes pas dans l'alcool, tu tombes pas dans la drogue, tu fais pas des soirées n'importe comment, mais simplement t'es chez toi, t'es un peu en dépression, tu vois, tu trouves plus trop de sens à ce que tu fais, t'essaies de te rattacher à des branches, mais ça glisse. Et à un moment, boum, tu touches le fond, où tu sais que là, il faut pas que t'ailles plus bas. Et là, tu reprends appui sur ce sol pour te repropulser et te refaire une nouvelle phase. Et donc là, il y a un mois, je viens de me relancer dans une nouvelle phase de grande intensité. Depuis un an, j'étais un peu dans le mal. On réfléchissait beaucoup à la vision de Feed, on reposait la brand plateforme, on retravaillait la marque. On n'était pas dans une phase, tu vois, de croissance folle. On était plutôt dans une phase de réflexion. Et maintenant que j'ai
je me suis assez nourri et que j'ai assez absorbé d'énergie, je préviens le marché, les 12-18 prochains mois vont être intenses. Et vous vous souviendrez de ce moment où j'ai annoncé à l'avance qu'on va faire de grandes choses dans les 2 ans qui arrivent. Et toutes les personnes qui n'ont pas cru en nous, toutes les personnes qui ont douté, qui ont dit que Feed c'était de la merde, qu'on n'y arriverait jamais, que c'était la fin de l'aventure, ils pourront se rappeler qu'au final, un humain déterminé n'a aucune limite et que rien ne peut l'arrêter. J'ai même pas envie de poser d'autres questions après ça. Si, quand même, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que tu arrives à couper ton cerveau et aller courir, nager sans penser business? Pas vraiment. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, parce qu'il y a des CEO qui arrivent à distinguer vraiment le côté pro et perso, et c'est top. Et j'aimerais pouvoir faire la même chose, mais personnellement je n'y arrive pas. J'ai essayé parfois pendant quelques mois d'avoir une vie sociale, d'être équilibré, d'aller faire des restaurants avec des gens, enfin tu vois, de faire des trucs normaux, et en fait je n'arrive pas, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sociable, tu vois. En fait j'ai du mal à passer du temps sur des moments qui ne m'apportent rien, mais c'est pas une question que je suis matérialiste, c'est que moi j'aime quand ça crée, tu vois, j'aime quand ça génère. Et du coup faire 1 ou 2 dîners de temps en temps avec des gens où on va raconter nos vies et tout, ouais bon c'est cool. Mais tu vois, 3 fois par semaine faire un dîner avec des gens où il en sort rien, je t'avoue que ça m'épanouit pas, quoi. Et donc j'accepte simplement que je suis dans une phase de croissance très intense, à la fois personnelle, à la fois pro, à la fois business, et qu'il faut que je l'assume. Et il faut pas se travestir. Et tu vois, j'ai souvent des potes qui me disent, viens Anthony, je comprends pas pourquoi tu sors pas plus en boîte avec nous, pourquoi tu fais pas plus ça. Mais en fait, c'est pas ce qui m'amuse, tu vois. C'est pas ce qui me donne du plaisir d'aller en boîte. J'aime bien le faire de temps en temps, tu vois, mettre des bouteilles, voir des gens danser, hurler. Mais la réalité, c'est que les gens qui sont beaucoup en boîte, c'est qu'ils génèrent pas grand chose à côté. Et en fait, comme je connais pas leur histoire et je connais pas leur objectif, il faut pas que je calque mes envies sur leurs envies et leur manière de s'amuser, parce que peut-être que ces gens-là, à côté de ça, bah, ils ont hérité de beaucoup d'argent et qu'ils ont la possibilité de dormir toute la journée. Et c'est souvent le cas, tu vois, des boîtes de nuit ou des gens que je vois autour de moi, ou alors c'est des gens qui font rien de leur vie, ou c'est des gens, tu vois, qui sont des Instagrammeurs et qui passent leur journée à faire des stories, donc t'as pas besoin d'être très concentré, ou c'est des gens qui ont pas d'ambition. Et du coup, bah, ne pas calquer ses plaisirs sur les autres, ça me semble hyper important, et assumer ce que t'as envie de faire, ça l'est tout autant. Moi, mon plaisir, tu vois, c'est le week-end de faire du business, continuer à faire du business. Et donc, je vais pas forcément faire que Feed, mais je vais investir dans plein de boîtes, je vais aider des jeunes, je vais travailler pour la fondation Feedback, je vais lire un bouquin, je vais faire du sport, parce que le sport, c'est quelque chose qui est important et qui va te permettre, tu vois, de conserver ton énergie, ton corps, parce que ton corps, c'est à mon avis ce que tu vas garder le plus longtemps. Tu vas changer de montre, de voiture, tu vas changer de vêtements, tu vas tout changer, sauf ton corps, tu vois. Donc, il faut y faire attention. Et puis, à partir du moment où tu t'épanouis et que tu t'écoutes, bon bah prends du plaisir, tu vois. Les gens, et c'est à mon avis très dommageable et très représentatif de la société moderne avec les réseaux sociaux, vont observer ce qui se passe autour d'eux et vont essayer de faire pareil. Parce qu'aujourd'hui, tu vois tellement de gens sur les réseaux qui te balancent leur bonheur complètement fake, hein, évidemment, tu vois, à la tronche, avec des photos retouchées qui sont magnifiques, t'as toujours l'impression qu'ils sont heureux, épanouis. Et moi, pour voir de près ce milieu, parce que les influenceurs et compagnie, on en a pas mal chez Feed, à un moment, on en avait plus de 400, tu fais une soirée avec eux, tu comprends que tout est faux, en fait. C'est des gens qui ne sourient pas de la soirée, et au moment de faire un selfie, ils vont te prendre par l'épaule en te disant, viens, et amuse-toi, chante. Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, putain, mais c'est des grands malades, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas déclenché un mot de la soirée, et puis ils vont te demander de chanter, et pendant 10 secondes, ils vont faire n'importe quoi comme si c'était la folie, et après, ils vont se retrancher dans leur silence. Donc, vraiment, ne faites pas des choix en fonction de ce que vous voyez chez les autres, parce que tu choisis toujours ce que tu montres, en fait. Et c'est normal, les réseaux sociaux, bah, tu vas mettre la photo où t'es le plus beau, avec la plus belle voiture, dans le moment où ça rigole le plus, avec le plus beau paysage, la plus belle lumière. Mais la réalité, c'est pas ça. Donc, vivez pour vous, vivez pour ce qui vous intéresse, et trouvez votre épanouissement personnel dans ce qui vous nourrit vraiment au fond de vous. On arrive à la fin. Est-ce que il y a des sujets dont tu aimerais parler, qu'on n'a pas abordé sur la thématique de la réussite, des soft skills, voilà, est-ce qu'il y a des sujets autres?
Toujours pareil, parier loin, se dire que c'est une phrase que j'utilise souvent, mais elle est super vraie. Moi, je me dis toujours que il y a un futur Anthony qui me remercie en ce moment de ne pas avoir abandonné. C'est-à-dire que dans 20 ans, il y a un Anthony qui me dira, un peu comme dans Terminator, tu vois, il y a un Anthony qui dira, putain, parce que t'as pas abandonné, là, je sais pas, on est quoi, on est le 3, parce que t'as pas abandonné en mars 2020, voilà ce que je suis devenu grâce à toi. Et dans tous les cas, en se donnant à fond, tu ne génères que du positif. Et même si tu vas dans l'échec, c'est un échec qui t'apportera parce que tu l'as fait pour les bonnes raisons. Donc ne pas avoir peur d'échouer, c'est super important. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. Moi j'en ai fait plein, des erreurs plus ou moins graves. Mais ce que je veux dire c'est que elles m'ont toutes permis de devenir une meilleure version de ce que j'étais à l'époque. Et il faut pas passer trop de temps à regarder le rétroviseur. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans leurs erreurs du passé, sur ce qu'ils ont pu faire. Et à un moment, il faut tirer un trait, il faut avancer. C'est-à-dire qu'il faut regarder loin devant et pas toujours derrière. Parce que si tu te retournes trop, tu vas trébucher, tu vas te ramasser par terre. Donc, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as fait tes erreurs en tant qu'homme, en tant que femme. Ok, fine, on le sait, ça te nourrit, ça explique aussi tes fêlures, et c'est intéressant, quelqu'un qui a des cicatrices. Tu vois, quelqu'un qui est tout lisse et qui a toujours réussi parfaitement, enfin, c'est qu'il a pas pris assez de risques. C'est comme au ski, en fait. Si tu skis sans jamais tomber, c'est que t'attaques pas assez sur l'écart, quoi. Tu vois, si t'attaques sur l'écart et que tu veux bombarder, il y a un moment, tu vas te prendre une plaque de verglas et tu vas tomber. Mais en fait, c'est pas grave parce que t'as pris du plaisir. Et dans la vie, c'est pareil. Faut pas avoir peur de prendre des risques. Engagez-vous, soyez à 200%, et c'est la seule chose qui pourra donner de l'épanouissement, parce qu'au final, la vie est quand même relativement triste. Tu vois, si tu fais métro, boulot, dodo, et que tu vas juste travailler pour avoir ton salaire, payer ton loyer ou ton crédit sur 25 ans, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'être là, quoi. Donc prenez du plaisir et éclatez-vous. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi ? Je sais pas, honnêtement, c'est tellement compliqué dans ma tête, tout est flou, tu vois, j'ai parfois quelques bribes de lucidité, mais en réalité, il y a beaucoup de brouillard. Non, ce qu'on peut souhaiter, c'est que je continue de m'amuser, moi aussi, que je prenne du plaisir, beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de liberté et pour pouvoir rayonner énormément. Mon rêve, tu vois, c'est de pouvoir suivre, accompagner des milliers de projets chaque année, pouvoir déclencher de l'envie, de la motivation chez les jeunes et leur dire, même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous n'avez aucune chance de réussir, même si vous êtes tout en bas, vous êtes dans la rue, vous êtes en prison, vous êtes dans une famille catastrophique avec des parents violents, en fait, il vous reste de l'espoir. Et nous, très humblement, Feed, on vous montre par l'exemple qu'en ayant vécu des choses très compliquées aussi, même si c'est pas une compétition de la souffrance, on s'en est sorti, on a réussi. Donc ne baissez pas les bras et servez-vous de ces moments de difficulté pour le transformer en essence et en motivation, en source d'inspiration et de détermination. Vraiment, ne baissez pas les bras et vengez-vous positivement. C'est-à-dire que ne vous vengez pas par la violence. Et moi, j'ai pu être à la frontière parfois quand j'étais jeune. T'as tellement de haine en fait, et t'as tellement de rancœur envers la vie, envers la société, envers ta famille, envers le hasard en fait, tu vois, envers Dieu si t'y crois, parce que tu dis putain mais c'est quoi ce bordel, j'ai les pires cartes moi, vraiment. Enfin tu vois, quand je suis né, j'avais des cartes. Je vois pas comment je pouvais gagner, tu vois, la partie. Mais en fait, tu t'en fous parce que si t'es bon au bluff, tu peux quand même t'en sortir. Donc ne sombrez pas dans la violence et sombrez dans quelque chose de positif. Soyez décidés, entourez-vous positivement. C'est super important d'être avec des gens qui croient en vous, qui vont vous pousser vers le haut. Fuyez les gens pathogènes, fuyez les gens qui pensent petit, fuyez les gens qui vont vous dire non, t'y arriveras pas, ne tente pas, parce que ces gens-là, la plupart du temps, c'est des gens qui ne croient pas en eux-mêmes, et dans votre réussite, ils vont voir leurs propres échecs. Donc, ils vont même pas avoir envie que vous réussissiez, parce que quelque part, vous allez leur démontrer que eux ont fait des mauvais choix. Donc, prenez des gens qui sont positifs, et si moi, je peux vous aider avec la fondation Feedback, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. C'est pas garanti qu'on puisse le faire, mais même si c'est que passer quelques minutes avec vous pour en parler, on le fera. Moi, le vendredi après-midi, j'essaie toujours de me garder du temps pour soit rencontrer des projets, soit rencontrer des jeunes. Et tu vois, si très, encore une fois, humblement et modestement, parce que on est loin d'être des génies ou à pouvoir changer les destins des gens, mais si on peut donner un boost de motivation pendant 5 minutes et qu'après les gens nous appellent, et c'est souvent le cas, honnêtement, c'est un truc qui me nourrit et qui me fait beaucoup de bien, et j'aurais pas pensé que ce serait le cas. Des gens qui t'appellent et qui disent putain, grâce à toi,
j'ai quitté mon job, j'ai monté mon projet, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je me donne à fond. Je me dis, tu vois, que cette aventure, elle a du sens et qu'on l'a pas fait pour de mauvaises raisons. Et c'est ce qui nous éclate aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.